Je m'appelle Renaud Dely et je suis ravi de vous retrouver. C'est pas la première fois que je viens ici, loin de là, et c'est toujours un plaisir. C'est la première fois, en revanche, que c'est en vigilance rouge que je vous retrouve. Mais je suis bien là et ravi d'être là. Et donc, pour cet échange qui va porter sur la situation en Algérie, nous avons donc Myriam Amellal, qui est journaliste à France 24, et spécialiste de ces sujets, et puis Mohamed Sifaoui, dont le caractère de star rappelé par François Lapéroux à l'instant m'invite à ne pas vous réciter à nouveau ses états de service et ses multiples ouvrages, et qui a déjà planché, si j'ose dire, ici avant-hier, c'est ça Mohamed, ou hier, avant-hier. Et donc nous allons nous pencher sur la situation en Algérie, puisque donc ces rencontres de Cannes sont placées sous cette thématique « Il était une fois la démocratie ». La démocratie qu'il s'agit toujours qui est toujours, ou souvent en tout cas, souvent en danger, parfois menacée, toujours imparfaite, que nous avons essayé au fil des échanges, des débats de ces rencontres cette année, cette démocratie de soigner, de réparer, de conforter, de réconforter, de reconstruire ou d'inventer de nouvelles formes de démocratie, de nouvelles pratiques démocratiques. Et puis il faut aussi parfois l'inventer, l'installer, l'imaginer, la créer, presque de toutes pièces, parce que certains pays ne l'ont jamais connu, n'ont jamais connu une vraie démocratie, en tout cas telle que, selon les canons que nous partageons en commun. C'est la situation de l'Algérie, et on sait qu'aujourd'hui, en Algérie, depuis le début de l'année, ce pays qui nous est proche, géographiquement et par le cœur et par l'histoire, connaît une situation bien particulière sur laquelle dont on va débattre à l'instant. Je propose qu'on évoque d'abord ce qui se passe en Algérie depuis le début de l'année, quelle est la nature de ce mouvement, quels sont évidemment potentiellement les débouchés, au-delà de l'élection, puisqu'il y a une élection dans 10 jours, dans des circonstances bien particulières qu'on va évoquer ensuite. Quelles sont ensuite les perspectives démocratiques qui peuvent s'ouvrir ou pas en Algérie? Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste, ou à l'inverse, de nombreux nuages là aussi qui s'accumulent et qui peuvent nous rendre pessimistes? Et puis aussi, évidemment, quelles sont les conséquences de la situation en Algérie pour la France, pour l'ensemble du monde méditerranéen et plus particulièrement pour la France. Je vais tout de suite commencer par donner la parole à Myriam Amellal, et puis ensuite Mohamed Sifaoui enchaînera. Myriam, j'ai une première question toute simple. On a le sentiment, si on regarde, je fais volontairement à gros traits, si on regarde les médias traditionnels en France, que il y a eu un mouvement, une aspiration démocratique née le 22 février en Algérie, lorsque Abdelaziz Bouteflika lorsque le régime avait annoncé sa 5e candidature. Et puis, on a presque l'impression que ce mouvement s'est arrêté, ou en tout cas l'aurait emporté en avril, quand le même Bouteflika finalement s'est retiré. On a l'impression, en tout cas médiatiquement aujourd'hui, on parle très peu de ce qui se passe en Algérie depuis le mois d'avril. Quelle est la nature de ce mouvement? Qu'est-ce qui se passe depuis le mois d'avril? Est-ce que ce mouvement, effectivement, il continue chaque vendredi, etc. Est-ce qu'il a changé de nature aussi? Qu'est-ce qui est à l'origine? Quelles sont les premières aspirations? Des aspirations vraiment démocratiques, des aspirations économiques aussi. Voilà. Et est-ce que ce long processus, puisqu'on en est maintenant au 40e ou 41e vendredi, eh bien, est-ce qu'il a changé de nature voilà, depuis le mois de février dernier? Myriam Amellal. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, on ne parle plus beaucoup de l'Algérie dans les médias. On en a parlé beaucoup le 22 février. Sur France 24, on en a un peu parlé avant, parce qu'il y avait des événements, même fin d'année 2018, qui nous donnaient une idée de ce qui pouvait se passer. Je pense à la crise à l'Assemblée nationale, qui a été très importante et qui était très liée au 5e mandat de Bouteflika. Mais il est vrai qu'on a commencé à en parler dans les grands médias français à partir de la première manifestation qui a été très impressionnante, le 22 février, et qu'on en a parlé régulièrement jusqu'au départ de Bouteflika, du président Bouteflika. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. On en reparle ces derniers jours parce qu'il y a une élection présidentielle. Donc, comme on dit dans notre jargon, il y a une accroche actu qui fait qu'on en reparle. Mais on n'en a pas parlé pendant toute cette période pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça devient malheureusement un marronnier. Et il ne se passe pas grand-chose à part ces manifestations qui sont très importantes par ailleurs sur le terrain. Mais d'un point de vue événement, ce sont des manifestations 2 fois par semaine. Le mardi pour les étudiants, d'ailleurs il n'y a pas que des étudiants dans ces marches, et le vendredi pour la grande manifestation de la semaine. Et dans les médias, on peut
On fait d'ailleurs, dans le journal de l'Afrique que je présente sur France 24, parce que c'est le journal de l'Afrique et que c'est un journal spécialisé, on en parle, mais de manière très brève. On dit voilà, 43e manifestation vendredi à Alger, beaucoup de monde, et puis voilà, ça s'arrête là. Autre raison qui fait qu'on n'en parle plus, c'est que c'est très compliqué. Personne n'y comprend rien. L'Algérie, c'est très compliqué, et rentrer dans les détails, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans cette société au sein du pouvoir, c'est toujours très compliqué à expliquer, et à un moment donné, on perd le fil et on passe à autre chose. Vous l'avez dit, par ailleurs, il se passe des choses. Ça ne se cantonne pas aux manifestations, parce que quand ça dure dans le temps, ça signifie déjà quelque chose. Ça fait 9 mois que les gens sortent dans la rue, sans être fatigués, ou en étant fatigués, mais peut-être en n'ayant pas le choix, parce qu'il s'agit, cette quête de la démocratie, de changement de système, d'un renouveau en Algérie, il s'agit presque d'une question de vie ou de mort. Les gens n'ont pas le choix. Ils ne peuvent plus se permettre de continuer sur ce terrain-là. C'est pour ça que les gens sont motivés, qu'ils continuent à sortir dans la rue et à continuer à demander. Ce mouvement a énormément évolué. Il y a eu, au début, la première manifestation, c'était clairement contre le 5e mandat du président Bouteflika. Il y a eu une espèce d'humiliation lorsqu'il y avait ce fameux cadre, cette photo du président qui représentait le président partout. Lui n'était plus capable d'assumer ses fonctions. Ça a été ressenti comme une forte humiliation, et le 5e mandat a été massivement rejeté. Petit à petit, il y a eu une espèce de prise de conscience, de réappropriation de la rue, de la politique, du débat politique par la population. À force de se rencontrer les vendredis, très rapidement, les gens ont commencé à échanger, à se rendre compte qu'en fait, il y a un peuple. Et le peuple a rapidement pris le dessus. Symboliquement, dans les manifestations, en Algérie, quand on parlait du président Bouteflika, on disait son Excellence le président, Fahamet Raïs, et là c'était devenu Fahamet Shab, son Excellence le peuple. On voyait ça partout, même sur la place Odin, là où il y a les grandes manifestations. Il y a un panneau publicitaire qui a osé imprimer ça et faire défiler ça pendant les manifs un vendredi. Le peuple s'est réapproprié la rue, et là, les revendications ont commencé à évoluer. Il ne s'agissait plus que de chasser Bouteflika du pouvoir, mais tout le système, et pourquoi pas passer à une république et à écarter les militaires du pouvoir. C'est la principale revendication aujourd'hui de la population. Le mouvement a évolué aussi parce que c'était parti d'un mouvement pacifiste. On se souvient de cette fameuse phrase Silmiya, pacifiste, que les manifestants scandaient. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de débordement de violence. Comme on a pu le voir par exemple en Irak, où on tire à balles réelles sur des manifestants, où il y a 400 morts, plus de 400 morts. Il n'y a pas eu cette violence-là. Mais pendant la période où on n'a plus parlé de l'Algérie, c'est-à-dire après la démission du président Bouteflika, jusqu'à aujourd'hui on en reparle, il y a eu une forte répression, très violente, mais qui s'est faite, je dirais, à dose homéopathique, c'est-à-dire un peu chaque jour, un peu chaque jour, un peu chaque jour, et pas comme on l'a vu en Irak, où on tire sur la foule, et c'est visible, c'est violent, et c'est très fort. Mais elle n'est pas faible, cette répression, elle est très puissante, elle a été sans précédent. On arrête des manifestants, on arrête... Il y a des personnes, des symboles, comme l'ancien combattant, l'Akhdar Bourga'a, l'ancien combattant de la guerre d'indépendance, qui a été mis en prison et qui est accusé d'atteinte au moral de l'armée. Ce sont des termes très importants qui en disent long. On a arrêté des manifestants, des politiciens, des militants. Je rappelle quand même qu'il y a un militant qui est mort de la grève de la faim en prison. Il y a eu tous ces événements qui ont été un peu occultés par les médias, mais qui ont bien eu lieu et qui a fait que le mouvement a changé de nature. On n'entend plus autant dans les manifestations l'armée et le peuple sont frères. On n'applaudit plus les policiers comme au début des manifestations. Au contraire, on leur promet avec ironie de les libérer de la servitude. Ce sont les derniers slogans qu'on entend dans les manifestations. Et il y a donc un revirement de ce mouvement qui reste pacifiste, mais qui n'est pas, je dirais, dans des termes peut-être assez simplistes, qui n'est plus le mouvement bisounours qu'on a pu voir au début.
il y a une prise de conscience que on a peut-être réussi à déloger le président Bouteflika, mais qu'au final, il est peut-être encore là. Parce qu'aujourd'hui, les 5 candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, ce sont des anciens, soit des anciens premiers ministres de Bouteflika, soit des anciens ministres de Bouteflika, soit un député du FLN qui a soutenu Bouteflika. Donc beaucoup de gens disent finalement, le 5e mandat est en train d'avoir lieu. On est en train de faire poursuivre ce 5e mandat et le système est en train de se maintenir et d'assurer sa continuité. Alors, merci Myriam. Alors justement, Mohamed Sifawi, quelle est aujourd'hui la réalité de ce système du pouvoir aujourd'hui? Quelle est la réalité du pouvoir aujourd'hui en Algérie? Bouteflika est parti, vous le rappeliez à l'instant, au mois d'avril. Le système essaye de se maintenir au pouvoir, de se succéder à lui-même en quelque sorte. Le général Gaïd Salah est au pouvoir. Est-ce que c'est lui qui aujourd'hui tient les manettes? Et est-ce que c'est lui donc... Est-ce que c'est ce pouvoir qui est en train d'organiser cette élection présidentielle bien particulière, programmée le 12 décembre prochain, donc dans 10 jours, avec les candidats qu'évoquait à l'instant Myriam Amelal? Quelle est aujourd'hui la réalité du pouvoir en Algérie, Mohamed Sifawi? D'abord, bonjour à tous. La réalité du régime algérien, depuis l'indépendance, a été la suivante. C'est que, selon les périodes, mais globalement, c'est un régime qui a reposé sur un trépied. L'armée, l'état-major de l'armée, très précisément, les services de renseignement et la présidence de la République. Ce sont ces 3 pôles qui ont dirigé le pays depuis l'indépendance, avec des variantes, des périodes où l'un des 3 pôles a eu plus de prérogatives, si j'ose dire, ou s'est doté de plus de prérogatives que les autres. Mais bon, globalement, ça a été ces 3 pôles. Ensuite, ces 3 pôles ont constitué un 4e pôle sous Bouteflika, qui est une sorte d'oligarchie faite surtout d'acteurs économiques qui sont venus se greffer au système et qui ont commencé à jouer un rôle politique très important. C'est ce que les Algériens, cet ensemble hybride, les Algériens l'ont appelé le système, et à juste titre. Un système qui, contrairement à d'autres pays, et notamment des dictatures ou des systèmes autocratiques, a conçu quelque chose de machiavélique parce que le système n'était pas incarné, contrairement à ce qu'on a pu croire, par un homme. C'est quelque chose de diffus, de gluant, de totalement insaisissable. C'est ce qui a permis au régime de durer depuis l'indépendance. Insaisissable car différent du régime égyptien créé par Moubarak, différent du régime tunisien façonné d'abord par Bourguiba, ensuite par Ben Ali, autour de l'hyper-présidentialisation du pouvoir, différent de la monarchie marocaine, qui est une monarchie, donc une institution monarchique autour de laquelle gravite le pouvoir, différent évidemment des monarchies des pays du Golfe. Et ils ont créé ce système assez atypique qui leur permettait en vérité de se garantir ou de garantir une fonction. Quelle est la fonction du régime algérien? Personne ou très peu d'acteurs ont posé la question. Quelle a été la fonction du régime algérien depuis l'indépendance de ce pays? Je la résume en 2 mots. La captation des richesses du pays selon un système de prédation et la répartition inéquitable de ces richesses à des cercles concentriques qui gravitent autour du cœur du régime, du pouvoir réel. C'est ça la fonction du régime algérien. Ils n'ont jamais rien défendu comme projet de société, ils n'ont jamais rien défendu comme ligne stratégique, ils n'ont jamais eu une vision pour l'éducation, pour la jeunesse, pour l'économie. D'ailleurs, l'économie repose sur les richesses du sous-sol et ce que peut générer comme richesse et comme manne financière l'entreprise qui gère ces richesses, la Sonatrach. Et plus on avançait dans le temps, plus tous les éléments qui peuvent constituer un État moderne disparaissaient. Plus de politique culturelle, plus de politique sportive.
One, two, three, viva l'Algérie. L'Algérie gagne la Coupe d'Afrique avec des joueurs formés en France. La plupart binationaux dont l'équipe de France ne veut pas, parce que pas assez haut niveau, mais suffisamment bon pour aller... Alors tout ça est très politiquement incorrect et met en colère non seulement le régime algérien, mais y compris leurs détracteurs. Parce que les Algériens aussi ont subi, je dirais, un véritable lavage de cerveau. Globalement, la société algérienne a subi un lavage de cerveau, puisqu'il y a des virus qui ont été inculqués à ce régime, la haine de l'étranger, la xénophobie, le nationalisme, l'ultra-religiosité, mais pas l'islamisme, plus la bigoterie. Et donc, tout ça a fait que le pays s'est totalement déstructuré, dévitalisé. Il n'y a pas de société civile à proprement dit en Algérie, où il n'y a plus de société civile. En tout cas, sans faire injure aux quelques figures, aux personnalités. Il existe des personnalités extrêmement, je dirais, intéressantes et très vives, mais ce sont des personnalités qui s'additionnent, mais il n'y a pas de système de société civile organisée à proprement dit. Donc ce n'est pas à faire injure à tous les intellectuels algériens qui, de ce côté-ci ou de l'autre côté, tentent de crier dans un désert, en vérité. Et ce système que vous décrivez, Mohamed Sifawi, aujourd'hui, donc depuis le départ de Bouteflika, il perdure autour d'un homme, le chef d'état-major, voilà. Gaïd Salah, c'est ça? C'est lui aujourd'hui qui tient les manettes? Pour répondre à la question, effectivement, ce système a vécu. Il est tombé. Le système, tel qu'il a été conçu, est tombé. Il n'y a plus d'équilibre au sein des différents pôles que j'ai cités. Il n'y a plus d'institution présidentielle, il n'y a plus de service de renseignement en Algérie. Il y a un service d'espionnite, de gens qui s'occupent de choses débiles, évidemment, qui s'intéressent de plus qui a rencontré qui à tel endroit. Peut-être ils sont en train de nous voir là, en train de discuter, mais voilà, ça s'arrête là. C'est comment arrêter un opposant qui a dit qu'il ne fallait pas ceci, cela. Voilà, ça c'est pas un service de renseignement. Je veux dire, les gens sérieux le savent. Un service de renseignement est capable de faire de la prospective, de gérer la pérennité d'un État. Aujourd'hui, le devenir de la nation algérienne est mis en péril. Ce qui prouve qu'il n'y a jamais eu d'État sérieux. Il y a un État, des institutions en carton-pâte, des choses comme ça qui ont été entretenues pour la consommation extérieure. D'ailleurs, quand vous parliez tout à l'heure, je vais être peut-être un peu méchant, mais j'estime que je ne vais pas dire quelque chose qui soit éloigné de la réalité. Franchement, il vaut mieux que la presse française ne parle pas. Parce que la plupart des journalistes parlent mal de l'Algérie. Parce qu'ils ne savent pas traiter l'Algérie. Pardon, quand on parle d'élection présidentielle, c'est faux. C'est une mascarade électorale. Parce que quand on utilise des mots, il faut que leur sens soit conforme à une réalité. Une élection, c'est des candidats, un conseil constitutionnel, des contre-pouvoirs, une surveillance, une campagne électorale, des bulletins de vote, des gens qui vont faire la queue pour voter, etc. Il n'y a rien de tout ça en vérité. Il n'y a pas de campagne électorale, il n'y a pas de candidats. Tous les candidats sont des éléments du système, etc. Et donc la fraude a déjà eu lieu. Le régime algérien le régime algérien est suffisamment machiavélique pour frauder 3 mois avant l'élection. Vous pouvez mettre tous les observateurs que vous voudrez. Le jour du vote, ils n'y verront que du feu. Il n'y a absolument rien à voir, en tout cas à constater d'anormal. Le jour de l'élection, entre guillemets, le jour de la mascarade, il n'y a plus rien à voir. Parce que d'une certaine façon, la mascarade a déjà eu lieu dans le choix même de ceux qui sont appelés, entre guillemets, les candidats, et qui sont des enfants, je dirais, des larbins du système. Merci Mohamed. Et oui, Myriam Mellal, rappelez-nous comment ont été sélectionnés justement les 5 candidats qui seront donc candidats à cette mascarade du 12 décembre qu'évoquait Mohamed Sifawi. Et mes questions annexes, vous évoquiez la nature du mouvement qui a débuté depuis le mois de février. Est-ce que ça veut dire que cette aspiration démocratique aussi, elle aurait pu se concrétiser? Est-ce qu'elle a une traduction, une incarnation dans un candidat, dans un mouvement, etc., qui aurait pu, si jamais c'était pas une mascarade, comme le décrivait à l'instant Mohamed Sifawi, bien justement concourir? Qu'est-ce que c'est que la nature donc, de cette mascarade, et est-ce qu'il y a une aspiration démocratique qui peut s'incarner autrement? Alors, je voudrais juste rappeler des faits concrets par rapport à ce que disait Mohamed. D'abord, cette fameuse élection qui est une mascarade, elle a été annulée à 2 reprises déjà. 18 avril, 4 juillet, et là, c'est la 3e fois qu'on fixe une date en un an. Sachant que le 4 juillet, le président qui avait pris l'intérim de Bouteflika, Abdelkader Ben Saleh,
à partir du 9 juillet, il n'était plus constitutionnel. Ça, c'est très important parce qu'on parle de démocratie, mais ce qui se passe aujourd'hui ne repose sur absolument rien. Sur le Conseil constitutionnel est anticonstitutionnel parce qu'il est censé être composé de 11 membres, il n'y en a que 10. Le président de la République n'est plus constitutionnel depuis le 9 juillet puisqu'il n'est plus censé poursuivre cet intérim qu'il continue quand même. Et cette élection a été décidée de manière complètement arbitraire par le chef d'état-major. Elle a été annulée 2 fois, c'est-à-dire qu'elle peut être annulée une 3e fois ou est-ce qu'elle aura lieu forcément le 12 décembre? Tout est possible, mais je pense qu'elle aura lieu. Je pense que là, aujourd'hui, le régime veut aller jusqu'au bout et veut organiser cette élection le 12 décembre, coûte que coûte. Parce que je pense que si elle avait dû être annulée, elle l'aurait été il y a quelques semaines déjà. Mohamed l'a dit, c'est une mascarade électorale. Les meetings ne peuvent pas être tenus, il n'y a pas de campagne. Sur les panneaux d'affichage, on voit des photos de détenus politiques ou d'anciens de la guerre d'indépendance comme Ali Lapointe ou Hassiba Ben Bouali. Ça devient presque complètement hilarant. On ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Il y a des bus de collégiens qui ont été détournés. On leur a promis une excursion, on les a emmenés dans un meeting. Ils se sont retrouvés dans un meeting sans comprendre où est-ce qu'ils étaient. Ça devient presque une farce, sauf que c'est pas drôle parce qu'il y a une population qui est en jeu, il y a un pays qui est en jeu et la déstabilisation de l'Algérie n'aura pas que des conséquences en Algérie, je tiens à le souligner, ça on a tendance à l'oublier. Et puis pour répondre aux questions du mouvement, Mohamed y a déjà un peu répondu, il y a des individualités, il y a des intellectuels, mais je pense que le président Bouteflika, en 20 ans, il a tout détruit. Il a détruit la matrice de la démocratie, le peu de choses qu'on pouvait encore avoir. D'abord, la Constitution qu'il a amendée et complètement détricotée et taillée à sa mesure. Et il y a eu aussi la destruction du syndicat. Il n'y a plus de syndicats. La destruction des partis politiques, la destruction de toute la société civile. Aujourd'hui, et s'ajoute à ceci une paranoïa des Algériens qui est tout à fait légitime vu le parcours du pays depuis l'indépendance. On est passé d'un système colonial à un système marxiste où il n'y a jamais eu vraiment de démocratie. Aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'il y a un face-à-face entre le peuple et le chef d'état-major de l'armée, alors qu'avant, il y avait des intermédiaires pseudo-civils ou qui sont devenus civils, qui venaient de l'armée, qui sont devenus civils, qui étaient là, qui faisaient l'intermédiaire entre le peuple et l'armée. Là, il y a un véritable face-à-face, mais en face du chef d'état-major, de l'armée, il y a le peuple, mais le peuple, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire en même temps. C'est une mosaïque d'aspirations, de convictions qui s'est réunie avec un objectif commun, c'est de dégager le système. Mais lorsqu'on commence à voir un petit peu les différentes convictions, etc., il y a de tout. Il y a de l'islamisme, il y a de la modernité, de la laïcité. On peut tout trouver dans ce mouvement et ça va être très compliqué de dégager une personnalité. Et en plus, vu la paranoïa et le complotisme qui s'est installé dans la société algérienne, dans les esprits, on ne fait plus confiance à personne et on a du mal, à chaque fois qu'il y a une personne qui est susceptible de pouvoir représenter ce mouvement, on commence à le soupçonner et on se dit de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, on va lui sortir des casseroles, il va être corrompu, on va l'acheter et on commence à avoir des suspicions. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir un véritable interlocuteur de ce mouvement. Merci Myriam. Mohamed Sifawi, quelle est la stratégie justement des islamistes aujourd'hui en Algérie? Est-ce que dans ce mouvement, est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils imprègnent ce mouvement? Est-ce qu'il y a des slogans, comme ça a pu être le cas à la fin des années 80, avant ensuite la décennie noire des années 90? Voilà. Quelle est aujourd'hui leur stratégie de prise de conquête du pouvoir? D'abord, il faut identifier où est l'islamisme aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser plus souvent, l'islamisme n'est pas uniquement chez les islamistes. La pensée islamiste est diffusée dans les sociétés arabo-musulmanes tant et si bien que l'islamisme, d'une certaine manière, s'autonomise comme idéologie et devient un référentiel pour beaucoup de citoyens qui l'utilisent comme, je dirais, argument idéologique dans les justifications, dans les revendications qui peuvent être exprimées. Ensuite, il y a l'islamisme organisé. Et l'islamisme organisé, il y a, disons, une façon de fonctionner qui est universelle, c'est de se présenter à chaque fois comme alternative. Alors, pour se présenter comme alternative, l'islamisme a besoin de laisser, soit de créer, soit de laisser se créer le chaos, une situation véritablement
chaotique et se présenter comme alternative. L'islamisme se présente aussi comme alternative sociale. C'est-à-dire quand il y a un niveau de pauvreté qui est atteint par une mauvaise répartition des richesses, souvent l'islam politique agit comme régulateur social ou socio-économique. On l'a vu notamment en Tunisie après la chute de Ben Ali. L'islamisme est aussi aujourd'hui une sorte de idéologie qui permet de restructurer des sociétés déstructurées par le régime à travers le prisme. Il y a une symbolique qui est assez intéressante à voir, c'est que tous les démocrates en Algérie commencent leur manifestation le vendredi matin. Et le reste de la population commence la manifestation après la prière du vendredi. Et le fait de commencer après la prière du vendredi, c'est-à-dire on fait la prière, après on va manifester contre le régime, est un signe. Certains slogans ne sont pas islamistes, mais sont à connotation islamisante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a effectivement des slogans très modernistes, très progressistes. L'un des slogans qui a le plus été porté, c'était Jazair Hurra Demokratia, ça veut dire l'Algérie libre et démocratique. Sauf que lorsqu'on discute avec les gens, on leur dit, ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter à Paris, parce que moi ça fait 21 ans que je ne rentre plus en Algérie, quand je discute avec eux à Paris, je leur dis mais vous êtes sûrs? Parce que moi ça me plaît l'Algérie libre et démocratique. Sauf que traduction politique de ce slogan, ça donne respect de la liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté de la femme, liberté des minorités religieuses, liberté de ceci, liberté de... Vous êtes sûrs? Et là, on voit un peu de réticence. C'est-à-dire que les gens, par mimétisme, souvent, balancent des slogans dont ils ne connaissent pas forcément le résultat politique, si jamais demain, ces slogans devaient être appliqués. Donc, l'islam politique, aujourd'hui, clairement, est structuré autour d'un mouvement qui s'appelle Rachad, qui est porté notamment par des anciens du FIS, ceux qui, soi-disant, n'ont pas versé dans la violence, mais qui l'ont supporté, qui l'ont encouragé en sous-main pendant plusieurs années. Et ces gens-là, et ça c'est ce qui va terrible en Algérie, c'est probablement une alliance qui va se faire entre l'armée et les islamistes pour cocufier, passez-moi l'expression, l'ensemble de la population, et singulièrement les démocrates, les laïcs, les féministes, qui se sont battus contre le projet à la fois islamiste, mais qui ont soutenu l'arrêt du processus électoral en 1992. C'est-à-dire qu'on va finalement refermer, à mon avis, cette grande parenthèse de 28 ans, et on va revenir à quelque chose qui va mettre sur pied, parce que ce sont les deux forces plus ou moins qui sont capables de tenir aujourd'hui une certaine stabilité. Et à mon avis, ça va se faire avec une certaine indulgence, voire une compréhension de la communauté internationale. C'est une armée forte qui va tenir sur le plan sécuritaire et un acteur islamiste qui va tenir la société. Et auquel on va probablement, alors je vais faire un peu de... Je vais m'y risquer, comme on dit, c'est pas le premier... Comment dire, c'est pas la première fois que je me mets en danger, mais on s'en fout. C'est pas grave si demain vous dites qu'il a été totalement ridicule. Le 12 décembre, il peut y avoir une élection. Le type, il s'appelle Azdin Mehoubi. Il va être félicité par Poutine, et le lendemain par Macron. Et dans la soirée, le vainqueur, ce sera lui, en tout cas, vous avez déjà le résultat. Oui, il y a plusieurs signes qui montrent que... De toute façon, sur les 5, il y a 5 enfants du régime, dont 4 anciens ministres et un député. Donc ils ont tous servi le régime, dont 2 anciens premiers ministres. Donc je pense que les 2 anciens premiers ministres vont... En plus, ils ont plus de 70 ans, donc ils représentent une autre génération. Et il y a un petit larbin du système qui est un poète, mais qui a servi, c'est pas parce qu'il est poète qu'il est sympathique, pur produit du FLN et de l'arabo-nationalisme, de l'islamo-arabo-nationalisme, je dirais, qui va représenter les constantes auxquelles veille le régime depuis toujours. Et cet individu, Azdin Mehoubi, qui est un grand guignol par ailleurs, c'est pas rien de sérieux, aucune consistance, etc., va probablement, son nom va sortir comme ça, comme par enchantement. Ah, miracle, quelle surprise, 20h, président de la République, Azdin Mehoubi, super. Un tweet de Trump à 3h moins quart du matin, très bien, pour le féliciter. Et dans la foulée des élections législatives,
qui vont être faits plus ou moins normalement et qui vont permettre à un mouvement islamiste de remporter les élections et ainsi un Premier ministre islamiste. Donc ça, c'est une configuration qui est très possible. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais encore moins dans le secret des dieux algériens, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se profile comme ça, une petite musique qui tend à dire, bon, en définitive, pourquoi pas les islamistes pourraient être des acteurs de stabilisateurs. Ils ont tellement déstructuré la société et ils ont tellement combattu les démocrates. Il y a l'un des signes quand même extraordinaires, c'est qu'il y a tu me corrigeras, près de 300 opposants ou acteurs de la société civile qui ont été emprisonnés pour des délits d'opinion. Hein. C'est ça. L'écrasante majorité sont plutôt porteurs d'un projet démocratique. Il n'y a pas d'islamistes. Il n'y a pas d'islamistes, il n'y a pas de grande figure islamiste qui a été emprisonnée. Donc le régime continue, tout en se prévalant auprès de la communauté internationale comme étant un élément de lutte contre le terrorisme islamiste. Il fait en sous-main la promotion de l'islam politique, et ceux qu'il combat en priorité, ce sont d'abord les démocrates. Ça, il faut le souligner. L'armée algérienne et Gaïd Salah, non seulement est l'ennemi du peuple algérien, mais c'est l'ennemi des démocrates algériens et de tous les démocrates. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est fondamentalement anti-français. Peut-être qu'on aura l'occasion, je ne veux pas monopoliser la parole, mais de parler aussi du fait que le problème algérien n'est pas le problème des Algériens seulement. C'est aussi le problème de tout le pourtour méditerranéen et historiquement, c'est aussi le problème de la France parce que c'est incontestablement l'un des pays qui va subir les conséquences si celles-ci venaient à être négatives. Bien sûr, on va en parler tout de suite. Meriem Amelal, est-ce que vous partagez ce constat et cette alliance objective que décrit à terme Mohamed Sifawi sur cette alliance objective entre l'armée, ce partage des rôles entre l'armée et les islamistes, ou est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste quand même sur une issue démocratique et puis ensuite, évidemment, on va venir aux conséquences de la déstabilisation de l'Algérie et pour le pourtour méditerranéen et pour la France en particulier. Alors, il faut toujours être optimiste. Je pense que même Mohamed est optimiste. Non. Je suis optimiste j'ai une nature optimiste, mais je ne suis pas optimiste pour l'Algérie, par contre. Je pense qu'il y a certains éléments qui font que moi je reste un peu optimiste. Cela dit, je suis tout à fait d'accord avec ce scénario. Il y en a d'autres. Il pourrait y avoir d'autres scénarios parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, à 10 jours, je crois, de l'élection présidentielle ou de la mascarade électorale qui se prépare, il y a une tension énorme en Algérie. Les gens sont à bout de force. Il y a des arrestations quotidiennes, il y a des manifestations quotidiennes, nocturnes. Il y a des manifestations aussi organisées par le régime, notamment pour dénoncer l'ingérence de la France après le vote de l'Union européenne, mais aussi pour soutenir l'élection présidentielle. Il commence à y avoir des confrontations verbales entre manifestants qui souvent viennent de l'intérieur du pays, d'ailleurs je le souligne, qui sont des gens qui ont été ramenés par le pouvoir pour manifester, pour crier « Vive les élections ». Et la population qui manifeste tous les vendredis, qui vient, qui sort encore et qui s'adresse à ces manifestants pour leur dire « Vous êtes des traîtres, il ne faut pas qu'il y ait d'élections, il faut continuer le combat jusqu'au bout ». Il y a des frictions, c'est très tendu et c'est une possibilité malheureusement que je n'écarte pas, si ça dégénérait, il pourrait y avoir un autre scénario, c'est que l'armée reprend les choses en main. Ce qui est déjà arrivé dans le passé. Que l'armée reprenne les choses en main, ils disent bon, ça commence à bien faire, 9 mois de manifestations, de trucs, de machin, on veut organiser une élection, vous ne souhaitez pas qu'il y ait une élection, et ben le chef d'état-major va prendre les choses en main, état d'urgence, couvre-feu et rebelote et retour en arrière. Ça, c'est une possibilité. Après, il y a d'autres scénarios possibles. Il se peut aussi qu'il y ait cette élection, qu'un candidat, peut-être Mihoubi, sorte du lot, qu'il soit élu et que les gens continuent à sortir ad vitam aeternam. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais tous les vendredis, tous les mardis, il se peut qu'il décide de passer à la vitesse supérieure, grève générale, désobéissance civile. Et là, on va aussi vers l'inconnu de toute façon. On ne sait pas exactement comment... On ne peut pas savoir comment le peuple réagira à ces réponses qui sont des non-réponses en fait, du régime. Ça reste quand même assez... Et l'attitude de la France, alors justement, est-ce qu'il y a
ingérence ou pas? Est-ce qu'il y a incompétence ou pas, d'ailleurs, de la France dans la façon dont elle regarde la situation en Algérie? Mohamed Sifaoui disait que Gaïd Salah, le chef d'état-major, déteste la France, qu'il a un rapport viscéral d'hostilité à la France. Aujourd'hui, quelle est l'attitude, où en est la relation entre le régime, enfin, le gouvernement français et le régime algérien? Je pense que les relations sont entre parenthèses pour le moment. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de relation. Je pense que l'ambassadeur de France en Algérie avait même demandé à être rappelé parce qu'il n'y avait aucun contact. Gaïd Salah déteste la France, c'est viscéral, c'est pas juste par tradition de dire j'aime pas la France, entre guillemets. C'est vraiment profond chez lui. C'est un personnage... Pas juste par électoralisme, vous voulez dire. C'est voilà, pas juste et par habitude, quoi. parce que voilà, en Algérie, c'est une habitude de sortir les histoires de la main étrangère, l'ingérence de la France, d'ailleurs qui ne prend absolument plus au sein de la population. Les gens ne croient plus du tout à ces histoires. En tout cas, une grande partie notamment de cette jeunesse qu'on voit défiler, qui n'a pas vécu la guerre d'indépendance, qui est née bien après, qui n'a pas vécu la décennie noire, c'est des arguments qui ne prennent pas du tout. En revanche, les relations entre la France et l'Algérie, en ce moment, je pense qu'elles sont entre parenthèses. Je pense qu'il est très compliqué pour la France de faire quoi que ce soit, parce que si on dit quoi que ce soit, ça lui est reproché. Si elle ne dit rien, ça lui est reproché. Donc on marche sur des œufs, c'est très très compliqué. En revanche, peut-être qu'il faudrait plus de courage et de se dire tant pis. Parce que les conséquences, et Mohamed vient de le dire, les conséquences seront graves si l'Algérie est déstabilisée. Parce que je vous rappelle juste le contexte régional. Il y a la Libye, il y a le Sahel. Et l'Algérie, c'est un grand pays. C'est un pays arabe. On ne le dit pas assez, mais les mouvements qu'on voit naître un peu partout dans le monde arabe, au Soudan, ensuite au Liban et en Irak, c'est parti un peu d'Algérie. On a vu des drapeaux algériens dans les manifestations au Liban au tout début, et on a vu des drapeaux algériens en Irak. Il y a eu des slogans algériens qui ont été traduits en dialecte libanais. Il y a aussi une espèce de contamination, même si elle est aussi liée à un contexte social dans chaque pays, évidemment. Mais il y a aussi ça aura forcément des conséquences. Et je pense qu'on ne peut pas rester inactif. Il faut agir, quelles qu'en soient les critiques, et il faut avoir du courage. Mohamed Sifaoui, quelles conséquences? Alors justement, une déstabilisation de l'Algérie. Il faut rappeler que l'Algérie, on parle d'un pays dont à peu près 70% de la population a moins de 35 ans, c'est ça? Quelles conséquences pour la France en particulier? D'abord, ça dépend du type de déstabilisation, mais en tout état de cause, à minima, les conséquences sont à tout le moins économiques. Ensuite, l'Algérie devait être un acteur pour la lutte antiterroriste, notamment au Sahel, où il y a un redéploiement des groupes terroristes, AQMI, mais pas seulement, puisque des éléments de Daesh ont reconstitué un certain nombre de noyaux dans la région et se sont ligués avec des organisations terroristes locales qui existent depuis quelques années déjà. Et toute cette bande sahélienne qui va effectivement du Mali au Niger, au Burkina Faso et au Tchad est aujourd'hui quand même infestée. Si l'Algérie est déstabilisée politiquement, dans le sens où si la décision politique n'est plus forte et n'est plus capable d'assumer un certain nombre d'actions, de sécuriser la frontière avec la Libye, de sécuriser, on parle, je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent la géographie, mais on parle de milliers de kilomètres en Algérie, hein, que ce soit avec la Libye ou que ce soit toute la bande sahélienne. Ensuite, l'Algérie devait jouer un rôle aussi pour réguler l'immigration africaine, des gens qui se déplacent soit en raison des dérèglements climatiques, soit en raison des déstabilisations politiques, des guerres, des conflits, etc. Donc tous ces éléments-là, je dis bien à minima, je ne parle pas d'une déstabilisation sécuritaire. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est le pays le plus militarisé d'Afrique. C'est désormais, depuis la partition du Soudan, le plus grand pays en termes de superficie. C'est l'un des pays qui a le plus de liens à la fois sociologiques avec la rive sud, avec la partie sud de la Méditerranée, donc l'Espagne, l'Italie et évidemment la France. Ces interpénétrations sont évidemment toujours les conséquences, enfin engendrent toujours des conséquences. L'ambassade d'Algérie ou les consulats d'Algérie, les consulats de France en Algérie ont d'ailleurs, on le sent,
pris quelques mesures, notamment dans la délivrance de visas. Les nombres ont été réduits considérablement. Donc, il y a cet aspect. Et j'insisterai sur un élément quand même, la personnalité de Gaïd Salah. On n'a jamais eu, l'Algérie n'a jamais eu un détenteur du pouvoir réel comme lui. Il faut que vous imaginiez. Alors vous pouvez trouver, comme souvent, mon propos excessif, mais je vous assure qu'il ne l'est pas. Ce n'est pas parce que je rejette le régime algérien, je le dis très froidement et très calmement. L'Algérie, il y a eu donc Ben Bella, Boumedienne, Chadli, ensuite Boudiaf, parenthèse de 6 mois, et par la suite Zerwal, Ali Kafi, Zerwal et Bouteflika. Et il y a eu des chefs d'état-major qui ont servi ces différents régimes. Tous n'étaient pas très... Aucun d'eux n'était très sympathique. Boudiaf était une particularité. Voilà, c'est quelqu'un qui a représenté quelque chose. Les différents chefs d'état-major, bon, c'est pas les gens les plus progressistes ni les plus démocrates qui soient, mais il y avait une certaine tenue, une certaine cohérence, une certaine logique qui était la leur. On s'en fout. Là, on est dans X-Files. On est rentré dans un autre monde, le monde de Gaïd Salah. Alors, Gaïd Salah est le type le plus rustre de l'armée algérienne. C'est le type qui n'a jamais fait d'école d'état-major, qui est devenu chef d'état-major. Je pense que c'est le seul chef d'état-major au monde qui n'a pas fait d'école d'état-major. Il n'a quasiment aucun niveau d'études. C'est un empirique. C'est un brutal. Alors, il fallait probablement un fou comme celui-ci. Ça, c'est le côté positif. Vous voyez, je ne suis pas excessif, parce qu'il faut lui rendre hommage quand même. Pour casser un système aussi complexe que le régime algérien, il fallait un cinglé comme lui, pour mettre en prison quasiment tous les corrompus. Alors, il en fait partie, hein, évidemment. C'est quelqu'un qui a servi ce régime corrompu, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de la corruption, qui est l'un des régimes les plus corrompus au monde, et les plus corrupteurs, par ailleurs. Donc, il a mis en prison quasiment toute la caste corrompu qui a constitué le régime. Il a mis en prison 2 anciens chefs des services d'enseignement, 3 anciens premiers ministres, je crois, 3 ou 2 anciens premiers ministres, un frère du président qui était un peu le régent du régime pendant plusieurs années, détenteur du pouvoir réel, Saïd Bouteflika. Il a mis en prison le chef des patrons, qui était quand même un oligarque. Il a mis en prison, deux, 3 patrons. Il a mis en prison un certain nombre de chefs de région militaires, dont certains étaient des amis très proches à lui. C'est un type qui n'a pas d'amis. Imaginez que c'est quelqu'un qui vit seul, sans famille, dans une villa, isolé de tout le monde, donc aucun lien social, affectif, entre guillemets, aucun équilibre. Il est dans un truc comme ça, un peu de bulldozer. Mais Mohamed, si je peux me permettre une petite question, juste, parce que le portrait est un petit peu à charge. Ah non, j'ai dit qu'il avait bien fait de mettre la moitié. Si je suis bien, non, mais il est quand même incompétent, brutal, il n'a pas d'amis, il a mis tout le monde en prison. Donc comment il y est arrivé ? Pourquoi est-ce que c'est lui aujourd'hui qui détient le pouvoir ? Il est quand même assez habile ou adroit ou... Ça va vous paraître prétentieux. Il y a 10 ans, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Bouteflika, ses parrains et ses larbins. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle L'histoire secrète de l'Algérie indépendante, qui est sorti en 2011, l'État DRS. Et dans ces 2 livres, j'expliquais pourquoi Gaïd Salah était quelqu'un qui visait le pouvoir, qui voulait prendre le pouvoir. Et dans mon dernier livre, qui est sorti en février, j'ai consacré un passage assez important en expliquant qu'il se rêvait comme le maréchal Sissi en Égypte. Parce qu'il l'avait dit. J'avais plusieurs sources qui m'avaient dit... Oui, voilà, il est en train de faire nommer des gens proches de lui un peu partout. Un maillage de tout le régime. Et je me suis dit, je n'avais pas d'informations précises, mais je me suis dit, si le type est en train de nommer, lui, des gens, y compris au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Hydraulique, chez le Premier ministre, à la présidence, dans toute institution, c'est qu'il a des idées derrière la tête. Et je me suis avancé à dire que c'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir réel. Donc, ce qui lui a permis malgré son ignorance crasse, de devenir le détenteur du pouvoir réel en Algérie, c'est qu'il a préparé son coup, avec un certain nombre de personnes qui ont plein de casseroles, par ailleurs, qu'il a nommé à des postes, je dirais aujourd'hui, qui lui permettent à la fois de le protéger et
voilà. Et qu'il a été sous-estimé aussi, justement. Il a été totalement sous-estimé. C'est ce que je voulais Myriam. ajouter, c'est aussi une revanche personnelle. Il a été complètement sous-estimé, humilié tout au long de son parcours. Et là, il a eu l'occasion rêvée de prendre sa revanche. Et c'est vraiment une revanche personnelle. Il a failli, il y a quelques années, il devait être viré de l'armée pour une affaire de mœurs. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est glauque. Voilà, les Algériens connaissent un peu les travers du personnage. Il devait être viré. Donc la sécurité militaire lui avait préparé un dossier pour qu'il soit viré. Et en fait, le jour où il devait être viré, Bouteflika l'appelle et lui dit, comme ils disent, « Ah, c'est Ahmed, c'est-à-dire, monsieur Ahmed, on me dit que tu veux partir ?» Et lui dit, « Ah non, pas du tout. » « Ah bon, pas du tout ? Eh ben, je te nomme chef d'état-major. » Et c'est comme ça qu'il a été nommé chef d'état-major. Et c'est tout le machiavélisme. C'est-à-dire le type qui était sacrifié, il le repêche, ils l'ont fait son homme, je dirais, son gardien, son vigile, le vigile du régime. Il a été le vigile du régime de Bouteflika jusqu'à la chute de Bouteflika qu'il a précipité lui-même. Bouteflika qui lui aussi voulait se débarrasser de l'armée et des militaires et qui du coup en nommant un homme qui avait des casseroles le tenait aussi. Ça c'est pour ça qu'il avait fait ce choix. Alors, merci à tous les deux. Je propose qu'on garde un petit peu de temps maintenant pour des questions de la salle. Et on va continuer justement d'avancer grâce à vos questions sur l'analyse de l'évolution de la situation en Algérie aujourd'hui et évidemment de ces débouchés. Est-ce qu'il y a quand même encore des raisons d'ailleurs d'être optimiste quand même sur l'avènement de la démocratie en Algérie prochainement? François. Un petit quart d'heure. Monsieur. Merci. Je me suis intéressé à l'histoire comme vous, monsieur, et ce que je pensais de mon pays à l'époque, puisque je suis pied noir, c'était pas ma patrie, bien que 5 générations d'Algérie, ça compte. Sous la Troisième République, je vous le rappelle. Attendez, monsieur, excusez-moi, je vous explique. Ici, vous posez une question, on ne lit pas de papier. Bon, directement, parce qu'autrement, on ne s'en sort pas. Non, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas long. Sous la Troisième République, qui était démocratique, humaniste et socialiste, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, s'appelait M. Crémieux. Et M. Crémieux a proposé aux Juifs, parce que les Juifs n'avaient pas la nationalité française, d'être français. 99% l'acceptèrent. Or, au début, juste après la chute de Napoléon III, il y a eu un début de révolution en Algérie, et on pensait que c'était parce qu'on n'avait pas proposé aux musulmans d'être français, ce qui est faux. Parce que l'empereur Napoléon III avait prévu un projet généreux, que l'on appelait à l'époque, un peu utopiste, le royaume algérien. La chute de l'empire de Sedan... je vais y arriver, monsieur. Alors, aujourd'hui, ma question est la suivante. Je ne connais pas un pays qui soit malheureusement musulman et qui soit démocrate. Donc la question que je pose, vous permettez? Franchement, elle était prévisible. Je l'ai vu de loin arriver. Bon. Donc, alors, quelle est la solution? La solution, c'est que d'abord... Je vais répondre. Non, il va répondre à la question. Vous vous posez la question. Merci, monsieur. On répond question par question, François? Oui. D'accord, ok. Eh ben, alors, donc, pas de pays musulman démocrate aujourd'hui. Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? C'est ça la question. Oui, mais, enfin, elle était tellement prévisible. Je pense que tous les deux, on est nés en Algérie, on a grandi en Algérie et on est en train de vous parler de l'Algérie depuis tout à l'heure. Donc on est né dans des familles musulmanes, hein, je pense, je ne sais pas. Et on est démocrate, je pense. Je sais pas, hein, oui, je pense. Enfin, on croit être démocrate. J'espère qu'on arrivera à être démocrate. En tout cas, suffisamment démocrate pour vous faire changer d'avis. Plus sérieusement, disons que, évidemment, quand vous avez des courants démocratiques dans le monde arabo-musulman aujourd'hui qui sont sacrifiés, y compris par ceux qui prétendent défendre la démocratie, parce que, par exemple, pendant des années, en France, et vous savez, dans cette région très belle, même parfois pluvieuse, mais souvent ensoleillée, on est très à l'aise en recevant les promoteurs de l'islam politique, les Saoudiens, les Qataris, etc., qui viennent orner le rivage avec leur yacht. Mais on est très mal à l'aise quand on reçoit peut-être d'autres, je dirais, compatriotes qui habitent juste à côté, qui sont français, peut-être de confession musulmane, j'en sais rien, peut-être, mais en tout cas, comme disait Sarkozy,
musulmans d'apparence, et qui gênent leurs propres compatriotes. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faudrait peut-être, dans les prochaines rencontres de Cannes, aborder, mais pas aujourd'hui, parce que bon, vous avez compris. Merci Mohamed. Myriam ? J'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'on est un pays musulman qu'on peut pas adopter une démocratie. Le problème, c'est que c'est mal parti dès l'indépendance. Et quand on a aussi une crise économique, qu'on a paupérisé la population se retourne toujours vers les extrêmes, que ce soit l'islamisme ou autre chose. C'est le cas malheureusement des pays musulmans, où il y a eu un manque d'éducation, il n'y a pas eu de plan dans l'éducation, il n'y a pas eu de plan dans l'économie, et c'est tous ces ingrédients, c'est pas l'islam qui fait qu'il n'y a pas de démocratie, c'est tous ces ingrédients socio-économiques qui font que la population se tourne vers les extrêmes et vers le populisme. L'islamisme, c'est une forme de populisme. Une question, François, monsieur. une autre question. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Si j'ai bien compris, démocratie ou pas, pour pas qu'il y ait de bain de sang en Algérie dans les semaines et les mois qui viennent, ce sont les militaires qui ne peuvent assurer que ça. Et ensuite, j'ai une autre question au sujet des Chinois en Algérie. L'économie en Algérie, parce que vous avez dit toute cette manne, toute cette richesse d'Algérie n'a été distribuée qu'à 400 familles ou je ne sais pas combien. Mais je regrette, l'Algérie quand même, ce n'est pas un beau pays, c'est un très grand pays économiquement. Il y a des universités, il y a des artistes, il y a des autoroutes, et je connais très bien tout ça, et ça m'étonne un peu. Ces 400 familles ont pompé, oui, du pognon, mais pas toute l'Algérie. L'Algérie, c'est quand même un très beau pays. Qui veut répondre? Mohamed? Vous savez, sans passion, je vous le dis, il n'y a pas de citoyens vivant dans un très beau pays qui sont très à l'aise, qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir un visa et partir. Je vous invite à méditer ce sujet. C'est-à-dire que depuis maintenant, un phénomène que nous voyons depuis 30 ans, le jeune Algérien n'a qu'un objectif dans sa vie, c'est de partir ailleurs et d'acquérir une citoyenneté d'un pays d'accueil. Oui, il y a des autoroutes. Vous n'allez pas me faire... je veux dire, cet argument, il rappelle un peu l'argument que donnait la puissance coloniale. On vous a construit des hôpitaux et des autoroutes, oui, pour que les Européens puissent circuler et se soigner. Et dans les petits bleds, les gens étaient vaccinés de temps en temps pour ne pas contaminer les autres. Alors je vais vous dire, le régime algérien a édifié un système éducatif auquel il ne croit même pas, puisqu'il envoie ses enfants étudier à l'étranger. Le système algérien a édifié un système de santé auquel il ne croit même pas, puisque même pour une coloscopie, il vient de la faire dans un hôpital militaire français, tout en estimant, en disant un discours nationaliste, ils viennent faire des analyses les plus primaires dans des hôpitaux français. Donc, y compris un chef d'État qui, pour des contrôles, somme toute, une banalité extraordinaire d'un point de vue médical, viennent en France avec tout le mépris qu'ils affichent d'ailleurs à des médecins français. Et des médecins français qui quittent l'Algérie, qui viennent travailler en France, qui sont des milliers aujourd'hui. Donc, vous me dites, l'Algérie, le régime algérien a construit quelque chose. Probablement. Il n'a rien construit en vérité. Il n'a rien construit de viable pour que, alors circuler sur une route, les autoroutes sont dans un état piteux. Ça a permis, il y a des projets qui ont été lancés surtout pour pouvoir créer des creusets de corruption. Vous savez, c'est quand vous créez vous faites l'artifice, vous créez soi-disant une économie, des échanges, c'est là où vous pouvez justement créer la force corruptrice. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de corruption possible. Or, la question qui se pose, c'est quel projet de société le régime algérien a mis pour les Algériens? Quelle est l'orientation du pouvoir? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour assurer la pérennité, je dirais, de la nation? En fait, rien. On s'aperçoit aujourd'hui, le résultat, c'est que vous avez 15-20 millions de personnes dans la rue qui sont en train de dire non à ce régime. Pourquoi, à votre avis?
L'Algérie est un beau pays, mais merci de me le dire, j'y ai vécu. Oui, le ciel est bleu, les montagnes sont formidables, mais je vous rassure, ce n'est pas le régime qui a fait ça. Myriam. Oui, moi je voudrais juste rappeler que bon, y a le fameux scandale de l'autoroute Est-Ouest. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous l'avez dit, enfin Mohamed l'a dit, c'est voilà, la corruption qui a gangréné le pays. Mais il y a aussi une remarque qu'ont fait ces jeunes qui sont sortis dans la rue, qui était assez intéressante. C'est vous avez construit une mosquée à combien de milliards, je ne me souviens plus, et il n'y a pas d'hôpitaux. Je pense que le pays a été laissé à l'abandon pendant des années, notamment pendant la période où Bouteflika était très malade, qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion et que tout est parti en ruine. Moi, c'est le constat que je fais aujourd'hui sur les infrastructures, sur l'état des hôpitaux, sur l'état des routes, sur l'état de l'urbanisme, qui est une véritable catastrophe. Et encore, je pourrais en parler pendant des heures. Mais hélas, on n'a plus beaucoup de temps devant nous. Merci Myriam. Il y a encore une dernière question, François. La dernière question. On peut continuer, notre vol a été retardé. Bonjour à tous, merci à vous trois. J'aimerais juste rajouter une petite précision par rapport à la première question du monsieur qui est à gauche. Puisqu'il s'intéresse à l'histoire, j'aimerais l'inviter à lire en fait la provenance du droit français qui est en partie prise de l'Égypte. Et puis, bon, voilà, je lui laisserai l'occasion. J'ai une question, en fait. J'aimerais, parce que vous êtes tous les deux, les deux intervenants, avec des interventions très intéressantes, mais par contre, vous êtes toujours d'accord. J'aimerais savoir, toujours d'accord, et tant mieux. D'accord, parce que moi, je suis quand même un peu optimiste et Mohamed ne l'est pas. D'accord, bon, c'est vrai. Ma question, on a bien compris, le tableau il est noir et noirci, malheureusement, mais je ne suis pas d'origine algérienne, donc je ne peux pas parler au nom des Algériens, mais l'Algérie est grande avec ses hommes et femmes, et pour vous deux, c'est quoi le modèle d'un présidentiable? Les 5, on a compris, non. Est-ce qu'il n'y a pas... je n'ai pas compris qu'il n'y a que ces 5-là qui se présentent. Voilà, c'est quoi votre modèle? Merci. Myriam, et pour compléter la question de monsieur, peut-être, est-ce que le simple fait d'ailleurs que ce mouvement existe depuis maintenant 9 mois, c'est pas déjà un élément pour être optimiste? C'est ça, c'est cette jeunesse qui continue à sortir dans les rues malgré la répression qui est très dure, je le rappelle, malgré les réponses du pouvoir qui sont complètement hallucinantes. Il y a quand même ces jeunes qui continuent à y croire, donc il faut qu'on y croie aussi, quelque part. C'est presque une obligation d'être optimiste. D'ailleurs, je me souviens d'un reportage sur Arte où une jeune fille avait été interrogée. Il lui a dit vous êtes optimiste? Elle dit j'ai pas le choix. Et ça, c'est vraiment ça. On n'a pas le choix. On est obligé d'être optimiste. Et le modèle du présidentiable, alors, c'est quoi? Alors, le modèle du présidentiable, je pense qu'il faut déjà, et je pense que Mohamed sera d'accord avec moi, il faut oublier le candidat laïque, comme on pourrait l'imaginer en France, démocratique. Je pense qu'il faut aussi s'adapter à la société. Et je pense que l'islamisme a remporté la bataille culturelle. Hein, c'est ce que disait Mohamed tout à l'heure. On ne pourra pas faire l'impasse sur cette donne. Et ce sera peut-être à l'image du président tunisien, Kais Saied, qui est un conservateur mais en même temps pas islamiste. Il faudrait peut-être trouver un modèle, un candidat comme celui-ci. Je ne sais pas. Voilà, c'est mon idée. Je ne sais pas, Mohamed, ce que tu en penses. Il y a une réalité d'abord qui ne concerne pas l'Algérie. Il concerne y compris des sociétés instruites, modernes, avec de grandes histoires. L'attrait pour le populisme de façon générale. Probablement que les réseaux sociaux ont joué un rôle négatif de ce point de vue-là, mais il est évident que les sociétés aujourd'hui, que ce soit de ce côté-ci de la Méditerranée ou de l'autre côté, sont attirées par le populisme. Ça, c'est un postulat de départ. Alors la différence, c'est que dans les grandes démocraties, il y a des anticorps au populisme. Il y a des sociétés civiles organisées, il y a des intellectuels, il y a des médias libres qui fonctionnent, il y a des penseurs, des philosophes, il y a des gens qui sont capables de faire de la pédagogie et de le faire librement. C'est fondamental. Quand vous avez une société qui est verrouillée et vérolée par ailleurs, et quand vous avez une politique
qui mise sur la déstructuration de la société et sur sa dévitalisation, quand les gens ne sont plus capables de se réunir comme nous le faisons ici, s'ils ne sont plus capables de débattre, de discuter, de réfléchir, de polémiquer, et s'ils, en plus, vous avez des courants qui mettent en place une chape de plomb qui, d'une certaine façon, fustige toute idée moderniste, progressiste. Vous ne pouvez pas laisser éclore des capacités ou des corps dans la société pour amener les gens vers des formes de progrès. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe est le résultat d'une politique criminelle, je pèse mes mots, qui est portée par des leaders irresponsables. Le pire de tout, c'est que ces leaders criminels et irresponsables sont soutenus par cynisme par des leaders de grande puissance démocratique. Et tant qu'on ne sortira pas de cette équation, le pire de tout, c'est que les mêmes leaders ou responsables politiques qui soutiennent ces autocrates et ces dictateurs irresponsables vous disent, pour des raisons qu'on peut comprendre et expliquer, nous ne pouvons plus accueillir d'immigration, d'étrangers. Ce sont de grands débats que nous avons en Europe. Mais comment voulez-vous dire à des gens, nous soutenons ceux qui créent les conditions de votre malheur, mais en plus, nous vous dénions le droit de vous radicaliser contre eux, et en plus, nous vous dénions le droit de venir chez nous aspirer à une vie meilleure. Vous imaginez ce que ça représente, tout ça, dans l'imaginaire collectif, et ce que ça a comme conséquence? Voilà, le jour où on arrivera véritablement à résoudre cette équation, qui est terrible, on pourra peut-être espérer voir, et ça sera le mot de la fin, puisque c'est sous le vocable de la démocratie qu'ont été inscrites ces rencontres de Cannes, peut-être qu'à ce moment-là, la démocratie, comme corpus idéologique, non pas à travers l'électoralisme uniquement, mais comme corpus idéologique, avec tout ce qu'elle charrie, pourra peut-être naître de l'autre côté de la Méditerranée.